Alors, le 12 avril, le Royaume-Uni va enfin entrer dans sa vraie phase de déconfinement après 3 mois d'isolement pour toute la population. Et aussi la vaccination qui a déjà bien avancé ici. Mais il n'empêche que ça fait quand même 1 an que cette pandémie est rentrée dans nos vies et ça fait quand même longtemps qu'on doit faire des sacrifices et s'accrocher. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est comment se maintenir, comment essayer de toujours rebondir, puisque c'est l'objet de notre émission, rebondir et rester motivé. Aujourd'hui, on va justement accueillir une invitée qui va nous expliquer tout ça. Eric va l'introduire dans 2 secondes. Donc, bonjour Eric. Salut Léla et bonjour à Christina Villarino qui va être notre invitée qu'on va retrouver dans quelques secondes. Pour rien vous cacher, on en parlait hors antenne juste avant. C'est vrai que tout ça devient très très pesant. Christina, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Christina, Merci de une première m'accueillir. question avant de repasser la parole à Léla. Est-ce que de votre poste, où finalement vous êtes un peu au chevet des gens puisque vous êtes coach et que vous occupez du rebond personnel et professionnel des gens, est-ce que de votre poste vous ressentez cette sinistrose peut-être plus que nous-mêmes pouvons la ressentir? Alors, je ne sais pas vraiment comment vous la ressentez, mais oui, il est indéniable qu'il y a beaucoup plus de demandes, des demandes d'accompagnement vers des changements de carrière, des changements de vie. Il y a une vraie volonté, en tout cas, de changer quelque chose, de passer d'un changement qui est subi avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les contraintes qui ont été imposées, à quelque chose de choisi. Il y a un regard optimiste quand même chez des gens que je rencontre, même si certains, quand ils arrivent, ils sont dans un état qui est proche de la dépression, hein, il faut le dire, il y a quand même une volonté de se dire, bon, bah, maintenant, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui change, comment je fais et est-ce que vous pouvez être là pour moi? Mais justement, ces personnes, elles sont plus venues lors du deuxième confinement ou plus du premier confinement? C'est-à-dire que le premier confinement, il y a quand même eu un choc parce qu'on ne savait pas ce que c'était d'être enfermé pendant plusieurs semaines, etc. Mais après, on a essayé de reprendre une vie un peu plus normale cet été. Mais là, il y a eu le couperet qui est à nouveau tombé à cet automne et encore plus juste avant les fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est à ce moment-là où les gens sont plus venus vers vous pour essayer de trouver des clés pour rester motivés et positifs? Le premier confinement, il y a eu une espèce de sidération. On ne savait pas vraiment, enfin, il y avait une nouveauté, il y avait quelque chose du domaine de l'expérience. Donc, les gens qui me contactaient plus parce que, ça y est, elles avaient un peu de temps. Elles étaient à la maison, elles avaient plus leur temps de transport. Certains avaient été obligés de mettre des pauses dans leur travail, ils ne pouvaient pas tous être en télétravail. Et donc, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour faire un travail sur moi? Ça a été la première phase. Et passé l'été, quand on a recommencé à être plus ou moins confinés et qu'on a vu que ça allait continuer, là, les demandes ont changé. Je réfléchis à ce qui a du sens dans ma vie. Est-ce que je suis vraiment là où je devrais être? Qu'est-ce que je peux faire demain pour aller mieux? Donc, pour moi, il y a eu 3 étapes. Ça, c'était la seconde. Et puis, Noël, un peu bloqué, hein, où on a un petit peu privé tout le monde de ses rituels, de ses coutumes. Là, les gens se sont sentis vraiment dépossédés. Quand on nous enlève nos coutumes et nos rituels, on nous enlève un bout de nous. Et là, j'ai eu plus des personnes qui sont arrivées avec des demandes de soutien moral, au-delà du changement. Voilà, passé 1 an, les impacts étaient beaucoup plus importants moralement. La charge émotionnelle, ce que je dis que le Covid nous a amené des charges, une charge mentale supplémentaire parce qu'il fallait être plus flexible tout le temps, certains avec les enfants à la maison, d'autres le télétravail, donc à savoir le travail ne s'arrête jamais. En fait, il y a plus de limites, on vous appelle à n'importe quelle heure, mais il y a aussi une charge affective, à savoir que toutes les émotions se retrouvent accumulées, des sentiments et des émotions très très fortes, des bonnes et des mauvaises, hein, mais voilà, ça a amené à plus je dirais, de déprime et les gens ont plus eu tendance à craquer. C'est comme ça qu'ils arrivent. Je craque. C'était plus ça. Moi, je me pose une question, Christina. Au fur et à mesure de l'avancement de cette pandémie, de ce virus, est-ce que vous ajustez en permanence la manière dont vous travaillez aux côtés des gens? Et je veux dire, est-ce que chaque jour qui passe vous apporte de nouvelles certitudes et de nouvelles explorations en matière d'aide aux gens? Oui, parce qu'il faut que je me challenge aussi pour m'adapter à chacun.
En fait, ce qui change, c'est que je crois que j'intervenais peut-être avant dans mon travail à des phases différentes du changement, ou en tout cas de l'approche. On va dire que le changement implique forcément une phase de deuil de l'existant. Donc, il y a différentes phases. Vous avez dû peut-être lire ça dans un magazine ou en entendre parler. Il y a le déni au début, et puis progressivement, on passe par la colère. On va après passer un peu par de la déprime, une acceptation et un passage à l'action. Avant, j'intervenais à la fin. J'intervenais au passage à l'action. Les gens avaient eu le temps de réfléchir et ils avaient processé un petit peu en amont. Là, aujourd'hui, j'interviens à d'autres phases de ce changement et de ce que ça implique. Donc, ça nécessite un autre travail, ça nécessite plus ce que j'appelle la partie cognitive, d'expliquer ce qu'est le changement, d'expliquer que le changement, en fait, c'est permanent, ça fait partie de la vie. Tous les jours, on change, notre corps change, on vieillit, il y a des phases de vie différentes et en fait, il faut se dire que d'habitude, ce changement, il se fait un peu de façon discrète, progressive, choisie. Et là, soudain, il y a eu des perturbations dans le travail, il y a eu des perturbations de moments de vie, et puis il y a eu le Covid. Voilà. Donc, le travail, il va plus consister à expliquer aux gens où ils en sont pour arriver progressivement à cette phase d'acceptation et d'action. Donc, moi, j'apprends auprès de chacun, on apprend tous les jours, mais surtout, c'est un plaisir de travailler aussi différemment. Mais qu'est-ce que les gens viennent rechercher? Parce que vous parlez du changement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui les inquiète le plus? C'est-à-dire, c'est le fait de se sentir enfermé, d'être privé de nos libertés, on va dire ça comme ça, l'incertitude, la maladie, la peur d'attraper la Covid, tout ça, etc. Parce que entre le premier confinement et ce deuxième confinement, on a vu des choses évoluer, etc. Donc, est-ce qu'aussi, dans les inquiétudes, les choses, elles évoluent, les questionnements que les gens se posent par rapport au changement, par rapport à l'acceptation de la situation, elles changent aussi? Je crois que les gens ont beaucoup d'interrogations sur l'évolution de leurs émotions. Certains sont rentrés dans une vraie perte de confiance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu le contrôle. Là où on avait l'impression d'être un peu tous tout puissants, vive la médecine, on peut guérir. De toute façon, on vit dans des pays industrialisés, développés, il peut rien nous arriver. Et là, c'est arrivé pour nous rappeler que, en fait, tout le monde peut mourir, même nous. Et la médecine ne peut pas la science ne peut plus nous sauver. Donc ça a été une vraie perte de contrôle, et puis une perte de contrôle sur son quotidien, ne plus pouvoir voyager, ne plus pouvoir sortir comme on voulait. Ça peut être très déstabilisant, et pour le coup, ça l'a été. Cette perte de contrôle, elle a un peu engendré également une perte de confiance dans nos institutions, dans l'avenir. C'est beaucoup de changements, ça déstabilise énormément tout ça. Et cette succession de changements, je vous parlais des phases précédemment, on a à peine le temps d'accepter ce qui s'est passé, qu'on rentre dans une nouvelle phase, qu'on rentre dans une nouvelle contrainte. La lassitude s'installe et les changements de comportement aussi, le changement d'optimisme aussi. Et en fait, les gens me contactent en me disant « je me reconnais plus, je suis ronchon, je dors mal, je suis irritable, j'ai trop de travail, j'arrive plus à gérer mon équilibre vie privée, vie pro. » Et ça les déstabilise. Voilà. C'est ça qui a changé. C'est qu'ils sont très déstabilisés et ils arrivent en me parlant déjà de leurs émotions, alors qu'avant, c'était plus une boîte que moi, je devais ouvrir avec mon travail de thérapeute. Là, ils n'ont pas peur de le dire, je suis plus moi, en fait. Christina, la question qui vient va donner l'occasion de parler un petit peu de votre expérience professionnelle, parce qu'au moment où, avec Léla, on a ouvert les yeux pour chercher quelqu'un qui est de votre style, un coach qui pourrait venir nous parler de rebond, et ben c'est vrai que on avait l'embarras du choix. Dieu sait s'il y a énormément de coachs ici à Londres. Mais si nos regards, enfin celui de Léla d'ailleurs, pour être plus français, s'est porté sur vous, c'est précisément parce qu'avant de venir vivre en Angleterre, il y a 2 ans, je crois, vous avez travaillé en France et vous travaillez dans le marketing, donc dans l'univers professionnel, ce qui veut dire que vous avez une véritable expérience professionnelle que vous matinez aujourd'hui de votre expérience de coach pour être plus proche des gens dans leur rebond professionnel. En fait, je sais pas ce que font tous les autres coachs, mais je vais dire que moi, ma patte… Je vous interromps. Bien souvent, les autres coachs se contentent effectivement d'aider les gens dans leur tête, si je puis dire. L'expression est mal trouvée, mais vous allez plus loin dans la mesure où vous avez un passé et un vécu professionnel qui doit vous aider pour conseiller les gens. C'est le sens de ma question. Oui.
Alors, je dis toujours, attention, mon travail n'a rien de spirituel, il est très pragmatique. J'ai pas de phrase feel good du tout dans mon travail. Personne ne semble être déçu par ça, mais ça me correspond pas trop. J'aime bien les choses qui sont ancrées dans la réalité. Moi, j'ai travaillé dans le secteur de la banque assurance. Je suis très familiarisée avec le monde de la finance aujourd'hui. Donc, bon, à Londres, il y a quand même pas mal de Français, notamment concernés par ça. Je sais quelle est leur réalité. Je vais pas leur dire, allez, prends du temps pour toi, finis à 5 heures et va voir tes enfants. Ça marche pas comme ça. En fait, quand on est au travail, on peut pas finir à 5 heures parce que nos collègues, ils finissent pas à 5 heures. Donc, il va falloir moduler les choses d'une autre façon. On va dire que mon expérience, qui a été ancrée dans la réalité, m'aide à les accompagner dans quelque chose qui est juste. Je vais pas leur dire que c'est parce que tous les matins, je sais pas, ils sortent marcher 1 heure que leur vie va changer. C'est faux. Leur vie, elle va changer parce qu'ils vont rechercher un équilibre, parce qu'ils vont se connaître. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu me contenter d'être coach, où je suis devenue psychothérapeute, parce que on a tous une histoire. Je dis toujours, en fait, on a tous un sac à dos avec nos traumas, notre histoire, notre enfance, nos problèmes de confiance, mais aussi nos succès. Et puis, un coach, il va vous prendre avec votre sac à dos et il va vous dire, allez, vas-y, va en haut de la montagne. Moi, je fais pas ça. Moi, je vais vous dire, ton sac à dos, il est trop lourd déjà pour aller en haut de la montagne et on va voir où tu grimpes. L'idée, c'est pas que tu ailles tout en haut. L'idée, c'est que tu ailles au maximum là où tu peux aller. Et moi, je vais t'apprendre à ce que ton sac à dos, il soit le plus gérable possible. On le vide pas, il fait partie de ta vie, en gros. Mais on va t'apprendre à ce qu'il soit bien posé sur tes épaules, qu'il soit plus douloureux et on va avancer. Mais on va avancer en fonction, c'est du sur-mesure, en fonction des demandes de chacun et en fonction de la réalité professionnelle de chacun et de son industrie. Qu'on soit un artiste, qu'on travaille dans la finance, qu'on travaille auprès du soin de la personne. Chacun a sa réalité et ça, j'y tiens beaucoup. Il faut être capable de s'adapter à chacun, en fonction de son industrie aussi. Mais oui, ma vie précédente est un plus. En tout cas, moi, j'y puise beaucoup. Alors, vous parliez de s'adapter. On a reçu, il y a 2 semaines, il me semble, 2 auteurs d'un livre qui s'appelle La technique des étincelles. Et dans leur livre, elles expliquaient qu'il y avait une part d'inné, c'est-à-dire de caractère qu'on a chez nous pour faire face à une situation. Puis le reste, c'est sur quoi on peut travailler. Mais est-ce qu'il y a des gens finalement plus forts que d'autres, plus prêts à relever le défi ou le changement, faire face à des situations telles que la Covid, qui est une situation exceptionnelle et voire unique, c'est la première fois qu'on vit ça, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord et que même des gens d'apparence forte peuvent très bien s'écrouler comme ça, pas du jour au lendemain, j'exagère, mais progressivement quand on est dans un climat tel qu'un confinement ou une incertitude autour de la Covid? Alors, c'est une question difficile. Est-ce qu'il y a des gens plus forts que d'autres? Je l'aurais pas dit comme ça. Je pense que si on sort des pathologies, on va essayer de prendre le cas. Si on sort des pathologies, on a tous des atouts sur lesquels on a tous nos talents, nos atouts, nos forces, nos ressources, mais on ne sait pas toujours les utiliser. On n'a pas toujours eu suffisamment confiance en nous. On a des expériences de vie qui font qu'on vient de famille où on nous a pas dit c'est merveilleux, c'est le meilleur. J'en sais rien, mais on n'a pas tous le même rapport à la stabilité de la confiance, à l'estime qu'on a de nous. Par contre, on a tous des clés. Et il y a des axes sur lesquels tout le monde peut travailler. Et je crois que même une personne qui a l'air faible, on parle beaucoup d'hypersensibles actuellement. Je crois que les hypersensibles, ils sont super costauds pour affronter la vie. Là où tout le monde leur a toujours dit qu'ils étaient trop sensibles et donc qu'ils étaient trop vulnérables. Et je crois aussi que les gens qui sont très forts d'apparence peuvent être très doux à l'intérieur et fragiles. Il faut pas, je crois pas qu'il y ait des gens plus forts que d'autres. Je pense qu'il y en a qui savent utiliser leurs atouts, il y en a qui ont la confiance pour le faire et d'autres qui peuvent l'acquérir. Voilà. Christina, vous savez qu'on arrive presque à la moitié de cette émission. Alors, on a parlé de votre passé professionnel, on va parler maintenant de votre profession actuellement. Et vous faites des podcasts. Ça veut dire que vous transmettez vos expériences au travers de podcasts. Ce que j'ai fait, moi, j'ai été écouter un podcast, évidemment, plusieurs podcasts d'ailleurs que vous avez fait. Et je vais en extraire plusieurs phrases qui me paraissent très simples, mais que j'aimerais que vous creusiez. Un moment, vous évoquez dans un podcast, vous dites cette phrase, je cite, « Il faut déterminer pourquoi la motivation s'est fait la malle ». Est-ce que vous pensez qu'un virus, il porte sur la motivation des gens? Est-ce que
les gens perdent la motivation plutôt que de perdre le moral, tout simplement. Est-ce que c'est la motivation qui fout le camp en premier? Alors, la motivation, on est motivé parce qu'on a un objectif, ou on est motivé parce qu'on trouve du sens dans ce que l'on fait. Là où le virus est venu, est venu nous embêter, c'est que on a été obligé de regarder d'une autre façon. En fait, on a retiré les œillères un peu avec ce virus. On est venu regarder un petit peu d'une autre façon notre quotidien. Évidemment, notre quotidien, au bout d'un moment, il est devenu un peu lassant pour certains, et ils ont été obligés de se poser des questions sur leur travail, par exemple, sur leur mode de vie. Donc, je crois que ça a été un révélateur pour certains de la réalité de leur quotidien. Et oui, quand on trouve plus de sens, on n'a plus le carburant. Voilà. Quand la motivation elle n'est pas là, on n'a plus goût à rien. Et c'est dur parce qu'on va se mettre de plus en plus à procrastiner, à chercher le bon moment. Mais la motivation, il faut vraiment aller la chercher dans quelque chose qui a du sens, dans ses envies. Il faut écouter ses envies. Enfin, écouter ses envies, c'est tout bête. Ce que je veux vous dire, c'est enfoncer des portes ouvertes. Mais vous avez envie de quoi? Moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de me lancer professionnellement dans autre chose. Ok, une fois qu'on a dit ça, c'est fini. Souvent, on s'arrête là. C'est comme, si je gagnais au loto, je ferais ça. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'il va falloir un peu concrétiser, réfléchir, et puis, elle venait d'où la motivation à travailler avant? Pourquoi aujourd'hui elle n'est plus là? S'interroger, pas avoir peur de s'interroger. On a le droit de dire, c'est bon, je l'ai fait X années, ce job, je m'ennuie. On a le droit de dire qu'on s'ennuie. Mais il faut vraiment prendre le temps de s'interroger. Elle vient d'où? Elle est partie? Comment je retrouve cette motivation? Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ouais, on en reparlera de manière parce que là, moi, je suis lancé sur un truc là après avoir écouté vos podcasts, donc je vais pas vous lâcher avec ça. Pour l'instant, je vous donne un petit moment d'accalmie avec une question de Léla. Oui, non, mais après, c'est vrai que je vous entendais dire, on a le droit donc on a le droit de se sentir faible, on a le droit parce que c'est l'être humain, enfin, moi je suis pas psychothérapeute, mais parfois on se refuse d'accepter, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, c'était un chemin du deuil, d'accepter que on ait ces moments de faiblesse. Est-ce qu'on doit s'excuser de se sentir tel qu'on se sent aujourd'hui, ou est-ce que juste lâcher prise, et d'ailleurs je crois que c'est un des noms de votre podcast, mais lâcher prise et accepter la situation telle qu'elle est. Est-ce que c'est déjà une bonne première clé pour passer la tempête? Oui, lâcher prise. Lâcher prise déjà, c'est être un peu ceinture noire du développement personnel. C'est la dernière étape. C'est pas facile. Quand on dit non, mais arrête de te prendre la tête, lâche prise. Bon, déjà c'est pas facile. Il faut y arriver. Après, on peut se plaindre. On a le droit de dire que ça va pas. Ça peut être momentané. On a le droit de dire qu'on est triste. On a le droit de dire qu'on trouve ça difficile. En fait, dans les axes que je pourrais mettre en avant pour pouvoir tenir pendant cette période, il y a vraiment celui de parler, mais pas à quelqu'un d'extérieur. Parler à quelqu'un de neutre, demander de l'aide, prendre un temps réel pour soi qui est là juste pour se plaindre ou pleurer, ça peut être très important. On le fait pas parce qu'on ne veut pas décevoir nos proches, on veut pas que les gens aient une image particulière de nous, de faiblesse. C'est très compliqué dans notre société de dire qu'on est faible et qu'on a peur et qu'on est triste, et puis on a peur d'ennuyer les gens. On veut vraiment pas paraître pour la personne ennuyeuse. Donc, par contre, rester avec ça, c'est néfaste. Moi, le premier conseil que je pourrais donner, c'est trouver quelqu'un de neutre à qui parler, et avec qui vous pouvez un peu vider votre sac. Vous pouvez avoir une émotion qui est vraie. Parce qu'il ne faut pas rester avec ça. Et l'idée, c'est pas stagner dans cet état où on va pas bien, en fait. Ça arrive, c'est normal. L'idée, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, que ça se transforme pas en quelque chose de plus grave. Christina, pris également dans vos podcasts. C'est vachement positif d'ailleurs, mais j'ai noté à plusieurs reprises l'utilisation par vous du mot projet. Est-ce que le projet est un vrai remède contre la sinistrose que peut apporter une crise comme celle qu'on vit actuellement? Oui. Ah oui. Moi, je dis toujours, on ne lâche pas les projets. C'est interdit de lâcher les projets, de lâcher un peu ses rêves, même si je demande à ce que le rêve évolue.
hein, toujours, parce qu'on évolue en tant que personne tous les jours, tous les ans. Et souvent, les rêves immuables, c'est ce qui nous ancre un peu trop dans le passé. Il faut faire évoluer ses rêves et ses projets, mais on garde absolument les projets. Bon, avec un petit mais le projet, on doit accepter qu'il ne va pas se réaliser spécialement dans les temps, parce que on n'a plus la main sur tout aujourd'hui. Il faut accepter qu'il faut être plus flexible sur son projet. Si on était toujours dans le monde de l'entreprise, je vous dirais, il faut être en mode agile sur son projet, mais on garde son projet. Parce que le projet, c'est une source de motivation. Plein de petits objectifs pour amener à son projet, ne pas lâcher ça, parce qu'on a besoin, c'est ça l'optimisme. Quand je vous disais, j'ai pas de phrase feel good, parce que je trouve qu'être juste positif à un moment donné, bon, c'est bien beau, mais c'est beaucoup plus intéressant d'être optimiste, parce qu'on se projette. Le projet, c'est ça, c'est je vais arriver là-bas, je sais ce dont j'ai envie, maintenant, ça va prendre du temps. Comment je le travaille, comment je jalonne, et comment j'accepte d'avancer avec d'autres étapes et comment je suis flexible. Ça sera peut-être pas comme ça, mais un peu plus comme ça. Mais on garde le projet. Pour moi, c'est la clé, la première, c'est on garde le projet. Mais Christina, juste une petite relance. Le projet, dans votre esprit, est-ce que c'est un pansement ou est-ce que c'est un remède qui permet de guérir? C'est un remède. Moi, ça m'intéresse pas, les pansements. Mais non, moi, mais je veux qu'on guérisse. Votre réponse m'amenait à me poser la question. Pardonnez-moi. Non. L'idée, c'est on doit faire des projets, mais c'est des projets, ça peut être les plus petits, ça peut être organiser un dîner avec des amis, ça compte. Il faut se projeter, il faut avoir envie d'aller vers quelque chose qui nous fait plaisir. Et puis, il faut aller vers du choix, parce que puisque tous les changements actuels sont assez subis, aller vers un changement choisi, c'est beaucoup plus valorisant. Et plus on fait quelque chose de valorisant pour soi, plus la confiance en soi se stabilise et plus, en fait, c'est une boucle vertueuse. On a envie de recommencer et on reste dans ce positionnement qui est plutôt optimiste. Et puis, quand on se retrouve face à une difficulté, que certains vont appeler des échecs, il y a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Et toujours, même si c'est apprendre qu'on ne veut pas reproduire la même chose. Mais il faut être en mouvement et en action. Moi, j'avais une question un peu plus globale parce que là, on est encore dans la situation de la Covid. Et je me demandais si vous, en tant que professionnel, vous étiez inquiète de l'évolution de la situation, je veux dire, par rapport aux personnes. C'est-à-dire, est-ce que on parle souvent de cette crise sanitaire, mais peut-être même d'une crise économique, mais ensuite d'une crise de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on arrive enfin à prononcer ce mot qui est la santé mentale. Est-ce que ça vous inquiète de savoir que aujourd'hui, les gens sont encore confinés, ils ont encore la tête sous l'eau et que quand on mettra peut-être ça derrière nous, il va y avoir une explosion d'un besoin d'aller parler parce qu'on a conservé toute cette dernière année ou ces prochains mois. Oui, évidemment, je suis très inquiète. En fait, ce qui me rend plus inquiète, c'est que les gens hésitent. Ils tombent. En fait, le Covid a amené vers une nouvelle forme de dépression. Avant, il y avait juste une tristesse qui était là, envahissante, une perte d'énergie et de volonté. Il y avait une dévalorisation de l'estime de soi. Et là, on a un petit peu poussé le truc où on rentre dans une tristesse qui est une tristesse anxieuse et angoissée, qui s'est vraiment installée. Et les gens ont développé une grande frustration, un sentiment d'injustice qui est très présent, voilà. Et ils se retrouvent écrasés par cette fatigue émotionnelle. Et donc, moi, quand certains arrivent pour me voir, je me dis, ils sont à deux doigts de passer dans quelque chose de tellement plus lourd, qui va avoir des conséquences plus longues aussi. Maintenant, je crois qu'il faut beaucoup communiquer sur le fait que cette crise et cette déprime et ces problèmes psychologiques qui sont liés au Covid peuvent être gérés d'une autre façon aujourd'hui, grâce notamment à tout ce qui se fait au niveau thérapie en ligne, des coachings en ligne. Aujourd'hui, on peut depuis chez soi avoir accès à du soin, à tous les prix, à tous les niveaux, pour tous les âges et pour toutes les problématiques. Et en fait, il faut vraiment communiquer là-dessus parce que on n'a plus besoin de sortir de chez soi, de trouver le temps pour trouver la bonne personne. On passe 1 heure sur son ordi, on peut trouver quelqu'un. Mais il faut surtout pas rester seul face à ça parce qu'on a honte, parce qu'on ne sait pas. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Ne vous inquiétez pas, il y a toujours plein de choses qui vont sortir. Souvent, quand je dis qu'est-ce que je vais dire, c'est les meilleures sessions pour moi. Donc,
ça fait peur, mais je me dis, voilà, il y a plus de moyens aujourd'hui, il y a plus de gens qui sont là et oui, ces nouvelles technologies vont pouvoir vraiment aider les gens. Je pense à toutes les nouvelles générations parce que c'est extrêmement frustrant pour tous ces étudiants qui se sont retrouvés. En plus, tout le monde passe leur temps à leur dire « Ah, c'est les meilleures années. » Terrible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que sont les meilleures années, mais on sait qu'on nous les a pris. Donc voilà, il y a plein de choses où eux, plus que les autres peut-être, je me dis, j'espère qu'ils vont utiliser ces nouvelles technologies et pas rester seuls. Donc, juste pour rebondir, si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment on sait qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à rebondir ou à voir les choses positives. C'est-à-dire que c'est très difficile parce que on peut très bien se dire je tiens le coup, je tiens le coup, je tiens le coup, et finalement on va passer des semaines, des mois, et peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être éventuellement quand tout ça sera derrière, en disant il y a une espèce de coup de pression qui retombe et que là, on se rend compte de tout ce qu'on a contenu. Vraiment, est-ce qu'on peut savoir à un moment où, quand on est prêt à aller voir des gens, aller parler à des gens, même de manière virtuelle? Alors, déjà, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est le moment où on se lance. Voilà, on n'attend pas. Parce qu'à force d'attendre, en fait, on alimente juste son insatisfaction et ses doutes. Pardon. Quand il faut se dire qu'il y a quelque chose à faire, quand on commence à avoir du mal à se lever le matin, déjà, on voit que l'irritabilité est présente, quand on a des remarques sur sa susceptibilité avec ses proches, je crois que c'est quand on sent qu'on n'est plus dans notre état normal, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'on dort moins bien ou qu'on dort trop. En fait, on s'écoute un peu et on dit, ça colle pas. Peut-être que je devrais parler à quelqu'un. Peut-être qu'il faudra que je parle 2 fois à quelqu'un et ça ira mieux. Mais chacun à son échelle. Je dis toujours attention, n'attendez pas. Ah oui, mais je ferai ça quand j'aurai moins de travail. Je ferai ça quand je serai en vacances. Je ferai ça quand les enfants dormiront. Non, il y a pas. Le bon moment, c'est le moment où vous vous lancez. Donc quand vous avez ce doute, allez, on y va. Même si ça peut être 2 fois que vous rencontrez quelqu'un. Vraiment, j'insiste sur le fait, on reste pas avec une émotion qui nous fait du mal. Aujourd'hui, le lien entre nos émotions, notre psychique et les impacts sur notre corps, il est avéré. Il n'y a plus de doute, c'est fait, c'est des faits scientifiques. Donc, on ne reste pas avec quelque chose qui pourrait nous manger et se transformer en quelque chose de beaucoup plus grave. Moi, ce que je remarque, c'est que le virus se porte sur la connexion Internet. Il embête Léla depuis le début de cette émission et il commence à vous embêter aussi, Christina. Il est temps qu'on arrive à la fin. Je voudrais juste vous poser, pour ce qui sera, pour ma part, ma dernière question. Vous rencontrez quelqu'un, vous le jaugez. Alors, c'est plus difficile de le jauger effectivement en distanciel que de le jauger en présentiel, mais vous le jaugez. Et est-ce qu'il vous arrive de vous dire, celui-là, il n'y arrivera jamais? Ou est-ce que tout le monde peut y arriver? Est-ce qu'il y a des gens où vous dites, celui-là, il n'est pas costaud, quoi, il n'y arrivera pas? Ou celle-là? Jamais. Je me dis jamais ça. Déjà, contre toute attente, je trouve que le distanciel marche très bien. Je vois qu'il y a autant d'effets positifs et d'évolution entre le distanciel et le présentiel. Donc ça, déjà, c'est une bonne surprise. Et ensuite, je découvre les gens tout au long des sessions et je me fie plus du tout. Ça, c'était dans ma vie d'avant. Je me fie à ma première impression. Là, en fait, si je vous rencontre, par exemple, vous êtes une matière riche, vous êtes multiple. J'ai qu'un morceau de vous que vous me laissez percevoir et c'est à moi de creuser. Maintenant, je suis jamais tombée sur des cas de figure où on pouvait rien faire du tout. Tout le monde peut réussir, vraiment tout le monde. Et j'y crois sincèrement. C'est vachement bien. Léla, je sais pas ce que vous en pensez, mais terminer sur une note positive, c'est très bien. C'est sympa et puis c'est optimiste pour tous ceux qui nous regardent et qui effectivement ressentent en ce moment la difficulté. J'ai été ravi pour ma part de vous connaître, Christina. Et je vais laisser Léla dire au revoir et je vous dis au revoir d'ores et déjà, mais bravo et continuez, vous aidez certainement beaucoup de gens à s'en sortir. Merci Christina. Léla, je vous laisse conclure. Merci à vous. Oui, merci Christina. C'est vrai que ça nous fait du bien à 2 semaines du déconfinement d'avoir une note très positive pour pouvoir profiter, j'espère, du beau temps qui sera là. Écoutez, je remercie à tout le monde, tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui et puis on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine et la semaine prochaine, on accueille une entrepreneure, Florence Rebattet, qui a monté Kids en Kivin et qui a beaucoup de choses à nous raconter sur son rebond. Bonne semaine et à la semaine prochaine, même heure.
Merci, au revoir.